Je vous présente un homme que j'ai rencontré un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, puisqu'il est venu me voir. Et puis, on est resté en contact. Et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être vous intéresser. Alors, il a une carrière scientifique tout à fait remarquable. Mais dans les dernières années, il s'est intéressé à un sujet, pendant les dernières années, ça fait longtemps, je pense, qui, moi, m'a toujours fasciné. Et c'est le suaire de Turin. Et je crois que vous avez beaucoup travaillé sur le suaire de Turin, que vous faisiez partie du symposium qui a eu lieu à Rome, je crois, il y a quelques années, et que vous avez bien étudié le sujet. Donc, j'ai lu quelques livres sur le sujet, donc je vous interromprai de temps en temps, mais est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, votre carrière et tout, puis ensuite, on passera au suaire de Turin, parce que c'est quand même un immense mystère. Écoutez, je vous remercie. Je vais commencer par un compliment, si vous permettez. Je suis très heureux de vous voir. Parce que Machiavel disait, on juge un prince à la qualité des personnes qui l'entourent. Oui. Alors, je ne parle pas des personnes autour de cette table, mais ce qui m'a frappé, c'est que toutes les personnes de qualité que je connais apprécient et écoutent ce que vous faites. Ah, c'est gentil, ça. Voilà. Donc, vous êtes le prince, enfin une forme de prince, et ça, on juge effectivement par les auditeurs. Je vais vous dire quelque chose d'amusant, c'est que récemment, j'ai été invité à déjeuner par quelqu'un de très important, enfin je pense, qui s'appelle le prince de Ligne. Vous savez, qui voulait savoir qui j'étais. C'est donc un grand aristocrate européen, etc. Je sors, content d'avoir un homme tout à fait éminent. Je suis derrière le camion poubelle. Le camion poubelle s'arrête, les trois gars descendent, et ils m'adorent, et ils veulent prendre des photos avec moi. Donc, il y a des gens, le prince de Ligne, à qui je plais, mais je plais aussi aux éboueurs. Donc, il y a qu'une sorte de personne à qui je plais pas, j'ai l'impression que c'est le bourgeois. Oui, c'est-à-dire c'est un intermédiaire, enfin c'est le fils de la géométrie d'une certaine manière. Oui. Enfin, il y a quand même plusieurs sortes de bourgeois, mais c'est vrai. C'est-à-dire d'ailleurs, il est bien connu que les vrais penseurs, les grands penseurs sont simples et sont compris par tout le monde, et sont appréciés par tout le monde. Et le grand problème maintenant, c'est la connaissance est interdite aux gens simples, et en plus, elle est falsifiée pour ceux qui font des études. Elle est interdite aux gens simples, c'est très puissant ce que vous dites, parce que c'est l'impression que j'ai, c'est qu'autrefois, notre éducation servait à découvrir un Jaurès ou un Camus, et que maintenant, on les trouvait plus. Mais l'éducation, enfin, si on appelle l'éducation nationale, son objet, c'est d'interdire l'accès à la connaissance. Et vous me demandez de me présenter. Oui. Bon, je vais me présenter par ce livre, c'est mon premier livre, 2 + 2 = 5. De nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Le grand combat intellectuel de notre époque a commencé. Bon, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, enfin, j'écrivais avant, mais lorsque, comme professeur de mathématiques, j'ai vu que l'éducation nationale m'intimait l'ordre de détruire l'intelligence scientifique des élèves. Et donc, ça, c'est ma plateforme, ma base de réflexion. C'est effrayant ce que vous dites. Peut-on vous obliger à détruire les mathématiques? Et là, j'étais pas le seul, c'est-à-dire que les principaux, je raconte tout ceci dans 2 + 2 = 5, et d'abord, le mot mathématique moderne n'était pas reçu par les mathématiciens, il n'y a pas de mathématiques modernes. Non. Il y a des mathématiques, il y a des chapitres, donc déjà, c'était une falsification. Ensuite, il y avait un autre mensonge, c'est qu'il y a eu une propagande d'enfer, si je peux dire, pour casser tous ceux qui voulaient sauver les mathématiques. Le titre, c'était « Abat Euclide ». Or, Euclide, c'est tellement le pape, si on peut dire, ou le père des mathématiques, que l'évolutionniste Darwin, alors on peut dire que quand même c'est le contraire de l'évolution de la géométrie d'Euclide, avait dans le Beagle les éléments d'Euclide. Donc Euclide, c'est le système qui permet de construire, éléments d'Euclide, la connaissance. Et donc, pour vous donner, je donne ces exemples, pour vous montrer à quel degré de perfidie on était arrivé. Alors, d'abord, quand j'ai vu qu'on remplaçait les sphères par des patates et les cubes par des pavés, c'était, après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire à quoi on arrive. Et un exemple, 2 exemples simplement. On vous demandait de dire aux élèves, je pense à un élève en 4e par exemple, 4 est un nombre premier, implique que Lyon est capitale de la France. Il ne faut voir dans cette implication aucune idée de déduction, et là, ce vocabulaire le laisse supposer. Alors, 4 est un nombre premier, c'est faux, implique Lyon est capitale de la France, c'est faux, faux implique faux, mais ils disent, il ne faut voir dans cette implication aucune des déductions, et là, ce vocabulaire le laisse supposer. Donc, il y a des virus qui ont été introduits dans les têtes, et quand je vois les hommes politiques actuellement, les autres, quand je lis, je vois que ce sont les élèves de mes élèves qui ont des trous comme le gruyère dans la tête et qui ne sont plus capables de penser. Et j'avais une de mes élèves, c'est le 2e exemple que je donnerai, une de mes élèves qui me dit un jour 0 = 1. Je dis bon. D'abord, je dis, vous parlez sérieusement ou vous plaisantez? Elle me dit, je parle sérieusement. 2e question, contrôle, n'est-ce pas, de validité. Qui vous l'a dit? C'est vous.
Alors je passe la bobine dans ma tête et je me rappelle que on nous obligeait, enfin nous imposait d'apprendre des choses qui étaient au-delà de l'intelligence de cet âge, de 1 puissance 0 égale 1. Mais on ne nous demandait pas de le démontrer. Ah oui, c'était... Alors moi, je leur avais démontré, je vous passe la démonstration, pour expliquer que c'est la symbolique, comment c'était possible, mais ce qui restait dans leur tête, c'est 1 puissance 0 égale 1, 1, 0, 1, 0. La musique, 0 égale 1. Mais 0 égale 1, c'est le réel, enfin, l'être égale le néant. Oui. Et donc, c'est ce genre de virus qui, en mathématiques et ailleurs, sont systématiquement implantés dans les élèves dès le départ et qu'on réactive à l'occasion, par exemple, d'une épidémie ou d'autre chose. Oui. Et donc, vous avez des personnes téléguidées, télévision guidée, téléguidage, qui ne sont plus maîtresses de leur cerveau. Et le grand problème, c'est comment retrouver son cerveau. Et ça m'amène à mon deuxième livre que j'ai écrit, La tête coupée. C'est-à-dire que, à partir des mathématiques, j'avais cette certitude que c'était un plan délibéré de destruction des mathématiques. Et je vais vous dire comment ça se passait. Parce qu'à l'époque, j'ai écrit De nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. J'avais rencontré Hergé à l'époque. Et c'était l'introduction à l'idéologie de la gestion et de l'informatique, parce que les ensembles, ce sont des fichiers, réunions. Donc, ce qui n'était pas dit, c'est qu'on donnait des schémas, un peu comme à la guerre, on creuse, voilà, si vous voulez, sur des personnages fictifs, et après, les schémas de pensée sont là, et ils sont réactivés à des fins inavouables. Alors, démonstration. Ceux qui avaient, par exemple, les mathématiques sont dogmatiques. C'est 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas un deuxième camp, il n'y a pas de 2 plus 2 égale 4 de droite ou de gauche ou du centre. Non, c'est 2 plus 2 égale 4 pour tout le monde. Et d'ailleurs, Orwell disait que le but du tyran, c'est de faire admettre que 2 plus 2 égale 5. Et lorsque sa victime admet que 2 plus 2 égale 5, il a gagné. Il a gagné. Donc le but, c'est ça. Et donc, la liberté, c'est de pouvoir dire enfin que 2 plus 2 égale 4, le reste suit. Donc c'est ça l'idée. Oui. Donc on peut dire que vous me demandez de me présenter, mon travail, ça a été de faire en sorte, si possible, que 2 plus 2 égale 4 à nouveau. Bon. Et de voir que ça ne marche pas. Parce qu'il y a justement tous ces blocages qui sont mis dans le cerveau depuis plusieurs siècles, on peut les dater, empêchent d'accéder à la politique, accéder à l'intelligence, accéder à la connaissance, et surtout, le peuple, si on appelle peuple la meilleure partie du pays, sans que ça soit instinctif, mais la partie saine, parce qu'on le voit, plus on monte, plus c'est pourri. Bon, donc la partie saine, elle est en bas, on arrive à parler avec eux. Eh bien, le but, c'était de fermer l'accès. Et à l'époque, on vous disait, les mathématiques modernes permettent d'accéder à Polytechnique facilement. Ils vous vendent toujours ça. Le vaccin, vacciner, tous sauvés, etc. C'est toujours, on vous promet la Lune comme dans une secte. Ouais. Et donc, quel était le but qu'il y avait ? On l'a vu, parce que moi j'ai annoncé qu'il y aurait une crise de l'enseignement 30 ans après, à l'époque, je n'étais pas le seul d'ailleurs, et maintenant, évidemment, c'est acquis pour les mathématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan visible, mais de qui ? Mais de ceux qui le font. Mais alors, quel est leur intérêt ? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Il y a tellement d'horreurs qui se passent dans le monde, je me dis... Mais il y a plusieurs niveaux. J'étais dans un bar, là, tout à l'heure. Hein, bon, regarde, on discute, mais tout de suite, la personne qui était dans le comptoir disait « Les gens deviennent fous, ils conduisent n'importe comment, le monde est fou. » Le monde est fou. Tout le monde est... Alors, pourquoi il est fou ? Pourquoi il est fou ? Je donne les citations des meilleurs mathématiciens de l'époque, parce que la folie, c'est quoi ? C'est la confusion des champs sémantiques. Et les mathématiques modernes ont introduit la confusion des champs sémantiques. Ce qui veut dire qu'on ne se comprend plus en parlant. On se comprend, c'est fait pour qu'on se... C'est le en même temps. Vous prenez le grand maître, Molière, qui d'ailleurs n'a pas été reçu à l'Académie française, comme moi. C'est-à-dire qu'il y a le portrait de Molière, mais Molière, il y a la formule, c'est tout a manqué, rien n'a manqué à Molière, mais tout a manqué à l'Académie française parce qu'il lui a manqué Molière. Donc la langue de Molière n'est pas à l'Académie. C'est quand même intéressant, petite phrase intéressante. Bon, et la préface du Tartuffe. Le Tartuffe, c'est justement le en même temps. Oui. C'est-à-dire, on fait semblant d'être religieux. Alors ça peut être la religion, ça peut être les droits de l'homme, ça peut être tout ce qu'on veut, le communisme, enfin tout ce qu'on veut, on promet un, et ils font l'inverse. C'est la question de l'inversion. Et Molière, dans la préface du Tartuffe, que j'invite tout le monde à relire, c'est extraordinaire, il dit que tous les inconvénients viennent de l'équivoque de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc c'est la condamnation du en même temps. C'est-à-dire que le séducteur, il fait le en même temps, il dit une chose et son contraire. D'ailleurs, c'est l'article que je vous ai indiqué de Madame Mabrouk. Et alors, il désarçonne, parce que l'homme du peuple normal, au bon sens du terme, il s'attend à ce que ce soit 2 plus 2 égale 4. Donc il dit, on me dit ça, et alors c'est fait d'une manière assez séduisante, donc il dit, bon, ce que j'ai compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il va faire l'inverse.
je vais vous protéger, etc. Et donc, dans cette préface, Molière dit bien que c'est l'équivoque qui est la ruine de tout, et ce qui n'est pas clair n'est pas français. Donc, la force... Ce que vous dites est très intéressant, parce que ça correspond à quelque chose qui est dans les évangiles, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Voilà, donc, tout ce qui n'est pas clair vient du malin. Tout ce qui n'est pas clair. Donc vous êtes en train de dire que le malin a pris le pouvoir sur toute une série des gens qui nous gouvernent. Oui, on peut le dire comme ça. Et alors, quel était le but des maths modernes? Le but, j'ai commencé à vous le dire, les mathématiques, c'est dogmatique. C'est pour ça que Pliouche et d'autres sont des opposants. Le scientifique, c'est un opposant au mal. Par nature. Parce qu'il dit, attendez, vous allez m'expliquer pourquoi démonstration, c'est vrai, c'est faux, on discute. Le débat démocratique, c'est un amuse, si je peux dire, naïf, parce que le débat démocratique, c'est dire droite contre gauche. Non, le véritable débat, c'est le débat scientifique de la non-contradiction. Et là, en basant tout sur la contradiction droite-droite, on empêche de conclure. Bon. Tout à fait. Et donc, le but des mathématiques modernes, c'était, et on va arriver au linceul de Turin, c'était de détruire le dogmatisme scientifique, c'est-à-dire ce qui permet d'arriver à la vérité, pour le remplacer par l'axiomatique. C'est vrai parce que je vous le dis. Donc, on est passé... C'est-à-dire, on remplaçait l'argument scientifique par l'argument d'autorité. Exactement. Je sais mieux que vous, donc voilà. Taisez-vous. 1 puissance 0 égale 1 parce que je vous le dis. Voilà. Et je vous le démontre pas. Et donc là, c'était l'axiomatique. Deuxièmement, il y avait la mathématisation des situations familières. Oui. Maintenant, c'était le numérique avant le numérique. Tout est mathématique. Et la médecine, c'est le drame, c'est la destruction de la véritable médecine qui est basée sur l'homme. Et sur l'art. Maintenant, les médecins, sur l'art, vous avez raison, et l'art, c'est la suprême connaissance entre de bonnes mains. L'art, c'est justement ce qui permet de voir que le patient est unique, il est unique, absolument. Et donc maintenant, c'est remplacé par des protocoles. C'est-à-dire tout est en train d'être informatisé, le médecin, toc, il appuie sur une touche, et puis il a le traitement qui arrive. Donc, c'est la destruction de l'homme, mais ça, c'était préparé par les mathématiques modernes. Axiomatique, destruction du raisonnement, argument d'autorité, c'est nous sommes en guerre, quoi qu'il faut sauver des vies quoi qu'il en coûte, on ne sait pas sauver quelle vie, comment, quoi qu'il en coûte, c'est le grand chef qui a parlé, c'est la dictature absolue de l'intelligence. Bon. C'est pas de l'intelligence, du cerveau d'esprit. Ce que dit Raoult, que j'ai écouté une fois, qui m'a beaucoup intéressé, il dit dans le fond, dans les sociétés, il y a deux sortes de hiérarchies, celles qui sont fondées sur l'obéissance et celles qui sont fondées sur la compétence. Et la compétence, c'est la société scientifique qui se remet en question sans arrêt. Celles qui sont fondées sur l'obéissance, elles sont en train de gagner petit à petit. Au fur et à mesure que le poids de l'État dans l'économie augmente, le poids de la hiérarchie obéissante ne cesse d'augmenter et on se retrouve, nous les gens qui essayons de réfléchir, complètement marginalisés, quoi. Alors là, vous posez une question, c'est une vaste question, mais on va arriver à la salle de Turin, sur le... et puis il y a les statistiques qui étaient introduites par les mathématiques modernes. C'est la phrase de Leibniz, ne discutez plus, calculez. Maintenant, ce sont les chiffres qui décident de tout, qui sont truqués, comme vous le savez. Bien sûr. Et donc là, effectivement, la question que vous posez, c'est celle de la connaissance. Comment une société acquiert-elle la connaissance? Or, dans une société démocratique, excusez-moi, je vais être un peu provocateur, comme celle qu'il y a eu jusqu'à la Révolution, parce que la Révolution, c'est le passage de la démocratie à la monarchie, c'est-à-dire que tout le monde se dépossède de son droit de parler, de son droit de décider, pour nommer le chef qui est en haut et qui fait les nominations. C'est-à-dire que le grand problème, c'est le problème des élites. Les élus n'étant pas les élites, non, bien sûr que non. Les élus empêchent les élites d'arriver, c'est que le système, c'est le système de cooptation. C'est-à-dire qu'on ne peut choisir que quelqu'un qu'on connaît. Parce que choisir Parti socialiste, Parti communiste, ça ne veut rien dire. Et puis je voulais choisir entre Fabius et Jospin, et comment il s'appelle Macron, j'en sais rien, ils ont la même formation, ils disent tous la même chose, ils sont pareils. Donc ça n'a aucune importance. Fabius ou Juppé, c'est pareil, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. C'est un faux, on nous présente un faux choix. Exactement. Alors, le grand changement, c'est le débat entre le nominalisme et le réalisme. Vous qui êtes un grand financier, c'est-à-dire que est-ce que c'est le signe qui fait la valeur, ou est-ce que c'est la valeur qui donne le signe? C'est le problème de l'assignat. Oui. Donc tant qu'il y a eu l'or, c'était quand même palpable, et puis on dit, non, j'assigne, ça vaut parce que je vous le dis. Oui. On tombe dans l'axiomatique. Bon. Et donc, et alors, on est passé dans ce système du nominalisme, du réalisme, c'est-à-dire les choses sont réelles, au nominalisme, et c'est l'époque de Destutt-Tracy.
l'idéologie que détestait Napoléon. C'était avant, c'était des hommes qui choisissaient des hommes. Quand vous prenez dans les pays en France, vous regardez comment les décisions étaient prises, parce que le paradoxe, là on va loin, c'est que on vous dit officiellement que avant la Révolution, il y avait des esclaves et finalement des esclavagistes. Oui. Ça, c'est le bonnet phrygien qui veut dire ça. Oui. Les gens ne le savent pas, mais le bonnet phrygien, c'était le bonnet qui était porté par les esclaves lorsqu'ils étaient affranchis, parce que les cheveux repoussaient. Donc, dans les Mariannes, on vous met le bonnet phrygien pour vous dire, avant, c'était les esclaves, et maintenant, vous êtes libres. Mais vous dites, bon, très bien, naïf, mais vous vous promenez en France. Et vous dites, c'est quand même pas mal ce que faisaient ces esclaves. Non, c'est bien. Et puis, ces tortionnaires, quand même, ils avaient du goût. Bon. Donc, à ce moment-là, bon, bref, il y a ce sujet, comment la décision était-elle prise autrefois ? Et je vois, par exemple, dans une petite ville que je connais en province, les décisions étaient prises par des personnes qui se connaissaient. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, dans une ville, je pense à Cotignac, parce que c'est une ville bien connue, eh bien, vous aviez le corps de ville, c'était le corps. C'est-à-dire, c'était pas les individus. Il y avait tant % de vignerons, tant % de bourgeois, tant % de... etc. Et donc, ils se parlaient. C'était un microcosme. Et ils disaient, attendez, mais si vous faites ça, ça. Ils se parlaient. Tandis que maintenant, c'est parachuté. Vous êtes de tel parti et autre. Et donc, les Français ont tous été dépossédés de leur droit de décider. Parce que ce qui compte, c'est pas de choisir le roi. Mais par contre, si vous allez en Suisse, vous vous rendez compte, dans les cantons, dans les villages, etc., ils continuent à se parler comme ça entre eux, et c'est pris au niveau local par la démocratie locale. Ouais. C'est pour ça qu'un jour, si on veut revenir à une société à peu près normale, il faudra arriver au référendum d'initiative populaire, parce que sans ça, ça ne sortira jamais. Alors, ce qui est intéressant, alors ça c'est un vaste sujet, j'espère que nous comprendrons, c'était que justement, il y a un lien très fort entre la Suisse et la France. Oui. Parce que la France... Peu de personnes le savent, mais c'était un empire jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire que vous aviez des communautés qui décidaient. Vous prenez le Parlement de Bretagne, vous étudiez le Parlement. Auberge. Et la Suisse, vous allez à l'ambassade de Suisse, il y a un tableau qui représente le roi protecteur de la Suisse. Et le roi intervenait comme juge d'arbitre lorsqu'il y a des... Donc c'est très intéressant ce lien avec les gardes françaises et les gardes suisses qui sont restés. Donc la solution, c'est quand même de se replonger dans l'histoire. Nous sommes ce que nous sommes et de comprendre comment les choses ont été faites, et vous qui connaissez bien l'entreprise, quand il y a une entreprise qui est en faillite, qu'est-ce qu'on fait ? On se recentre sur le cœur de métier. Et là, c'est le problème du cœur de métier. Et le problème, pour moi, principal, et c'est mon combat depuis maintenant une quarantaine d'années, surtout plus de Gassin, c'est la destruction de l'intelligence voulue par l'éducation nationale. Et alors, je vais vous donner un exemple. C'est ce que dit Brigelli un peu, non ? Bah oui, j'ai le privilège de la... Oui, il le dit, mais il ne remonte pas aux causes premières. C'est-à-dire que moi, je remonte aux causes premières, puis j'ai le privilège de l'antériorité, c'est que j'ai vu dans la marmite du diable comment ils ont commencé par détruire les mathématiques, c'est-à-dire quand même le parcours du combattant de la logique. Mais ils ont détruit la grammaire, ils ont détruit la logique, ils ont détruit l'histoire. Et également, si j'ose dire, le logos, la façon de parler. Le logos. On réussit plus, quand on emploie un mot, moi ce qui me tue aujourd'hui, c'est quand vous employez un mot, les gens ne connaissent pas le sens du mot. Donc, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Oui, alors, la clé des Grecs, tout commence par une définition. Oui. Et je vois dans cet article que je vous ai indiqué, il est question du sacré et de la religion. Mais si vous ne commencez pas par vous entendre, c'est ce que disait Confucius, sur le sens des mots, vous ne pouvez pas débattre. Et donc, tout est fait actuellement pour que les mots soient... Démocratie, par exemple, c'est un mot équivoque. Liberté. La liberté du renard et la liberté de la poule ne sont pas les mêmes. Donc, tous les mots... La liberté, c'est très équivoque, mais les libertés, c'est pas équivoque du tout. L'Institut des libertés, voilà, les libertés. Libertés, il y avait des libertés individuelles, il faut se battre pour la garder. Et donc, c'est tout à fait, là, c'était le grand débat entre la liberté, c'est la dictature, parce que si on a qu'un... La liberté, c'est une notion totalitaire. Exactement. Les libertés, c'est pratique. Et en patois, c'était des auteurs comme Bruno, très intéressant, dans la grammaire historique, ils disent que le langage de la Révolution, dite française, était inaudible en patois. Oui. Parce que la liberté en patois, ça ne veut rien dire. La liberté de quoi ? C'est mon cheval, c'est mon... Et donc, en remontant au logos, comme vous dites, il faut remonter au logos, c'est-à-dire à la vérité des mots, à la vérité du langage. C'est là la clé. Oui. Et nos ennemis, si je peux dire, c'est-à-dire ceux qui mettent la confusion, ont détruit les outils de l'intelligence. C'est pour ça que mon blog s'appelle Réarmer l'intelligence. C'est que, mais ce qui est important, c'est que c'est une volonté. C'est là, j'ai vu que ça vous frappait. C'est une volonté délibérée. J'en ai fait le constat dans ce livre, mais qui a été suivi par les conséquences. Qui fait ça ? Eh bien, au premier degré, c'est le pouvoir. On peut dire les agents du pouvoir, parce qu'ils veulent des esclaves qui obéissent
aux injonctions. On l'a vu avec cette opération du Covid, Absolument. qui a été incroyable. Depuis le début de l'humanité, jamais on a éloigné le patient du médecin. C'est le 3e d'Hippocrate, médecin, malade, médicament. Il faut qu'ils soient ensemble et tout le monde a suivi, sans poser de questions. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église aussi que les églises étaient fermées. Oui, On pouvait parce plus aller que à la messe. oui, parce qu'à l'époque, au pire, c'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un comme Saint-Louis, il s'honorait d'embrasser les pestiférés. Et il y avait des pèlerinages avant pour... Voilà, donc on a cette trouille. Alors, la clé, c'est, je l'ai bien dit dans Macron, le président ventriloque, bon, nous sommes menés par la peur. Oui. La première chose, c'est qu'ils nous font peur, les médecins font peur, le gouvernement fait peur, vous allez manquer d'eau, etc. Et il n'y a plus en face la foi, parce qu'on revient au sujet, c'est-à-dire que nos contemporains croient qu'ils ne mourront jamais, on leur fait croire qu'ils ne mourront jamais, on va trouver un médicament, vous en faites pas, on va vous tirer d'affaire, etc. Et finalement, il y a cette peur de la mort, la mort, c'est un sujet tabou. On vous dit maintenant, la solution pour la mort, c'est l'euthanasie, finalement. Il n'y a plus de notion d'âme, plus de notion de vie après la mort, et il y a une notion statistique de la vie. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, il n'y en a que peu qui meurent, donc vous ne mourrez pas. C'est un tellement... Et elle devient complètement... Elle se passe à l'écart de tout le monde. Vous mourrez dans une chambre d'hôpital, et puis on vous enterre, on ne vous a pas vu. Autrefois, les gens mouraient chez eux tranquillement, entourés de l'affection des leurs, si j'ose dire. Mais ça a disparu aussi. Ce qui s'est passé, c'était très masqué, mais ce qui s'est passé, notamment dans les EHPAD et ailleurs, c'est l'abomination. Si vous permettez, j'ai fait un petit arrêt sur image très rapide. Oui, bien sûr. Vous prenez l'allocution d'Édouard Philippe, le 19 mars 2020. Bon. Personnellement, moi, j'ai eu l'habitude d'assister à des conférences et je sais très bien comment c'est fait. C'est-à-dire, vous fatiguez l'auditoire et quand ça devient important, tout le monde a dormi. Voilà. Et dans cette allocution d'Édouard Philippe, Premier ministre quand même, il parlait donc du traitement du coronavirus. Bon, et j'ai été PDG d'une holding pharmaceutique, j'ai fait 30 AMM, donc je connais un peu la chanson. Bon. Il dit, il n'y a pas de traitement. Et personne n'a rien dit. Mais il y a toujours un traitement. Vous êtes chauve, il y a un traitement. Il n'est pas toujours bon. Il y a toujours un traitement. Bon. Il n'y a pas de traitement. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, premièrement, il a commencé à l'inverse. Il a dit, il n'y a pas de vaccin. Il fallait commencer par le traitement. Non. Bon. Deuxièmement, il dit, il n'y a pas de traitement. Bon. Qu'est-ce qui reste? Il dit, il reste le test. Il est soit négatif, soit positif. Bon, s'il est négatif, n'en parle pas. S'il est positif, vous êtes à l'hôpital ou chez vous, etc. Et puis, je me dis, alors, s'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y avait une accolade. C'est photographié, tout ça, comme ça. Et il y a marqué dessous, suivi médical. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais dans l'environnement d'un EHPAD. Je me tourne vers le personnel concerné, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont malades quand il n'y a pas de traitement, pas de vaccin? Qu'est-ce que c'est que le suivi médical? Le suivi médical, c'est « Ah, tiens, monsieur Dupont, ça va, oui. » Le lendemain, « Ah, j'ai pris de la fièvre. Ah, ça va, etc. » Et puis après, quand c'est trop tard, on appelle le 15 et il est mort. Donc, par rapport à ce que vous dites, on a laissé mourir les gens sans traitement, mais interdits de parenté, seuls, abandonnés. Monstrueux. Et ça, c'est monstrueux. Alors, j'ai fait des évaluations qu'on peut discuter, mais d'abord, sur mortalité, 25 000, puis après 40 000. Mais quoi qu'il en soit, ne pas traiter des gens, c'est les tuer. Bon, et il y a eu le Rivotril, on parle actuellement. Le Rivotril, c'est pour les tuer, ça. C'était les tuer. Et alors là, quand vous tuez quelqu'un, c'est un meurtre, mais quand il y a 40 000 morts, c'est pas grave, c'est une statistique. Oui. Et là, c'était terrible, l'abandon. Non, mais là, les gens qui sont morts seuls, absolument, sans être entourés des rites religieux, sans leur famille, mais c'est une monstruosité. Et alors, ce qui est terrible, on revient à notre sujet, c'est que c'est passé sous les radars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la prise en compte. Alors, expliquez-moi quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me tourne beaucoup, c'est que quand j'étais jeune, j'étais aux États-Unis, j'étais en France, il y avait une presse qui cherchait un petit peu pas à contrer, mais à contrôler le gouvernement. C'est ce qu'on appelait le 4e pouvoir. Et en l'espace de 30 ans ou 40 ans, cette presse est devenue un allié du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la classe journalistique s'effondre à ce point-là du point de vue éthique ? C'est quand même étonnant ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez partagé mon analyse, mais en fait, la presse, moi, quand j'étais jeune, il y avait Revel, il y avait Raymond Aron, il y avait des gens qui auraient élevé la voix, quoi. Et Philippe Tesson. Et Philippe Tesson, oui. Écoutez, je peux vous donner mon expérience. C'est que d'abord, la presse, c'est quelque chose qui a... La liberté de la presse a été beaucoup la liberté de dire des mensonges, si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout ce débat sur la presse, il y a la loi sur la presse dont on pourrait parler. Mais ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été rompu.
Et ça correspond justement à la fin de l'enseignement classique. C'est-à-dire que j'avais un professeur qui me disait quand j'étais Ce que vous dites est intéressant. Vous dites qu'à partir du moment où on perd cet enseignement classique qui était dans le fond l'honneur, l'individu, etc., on se soumet. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, c'est le classique qui est un rebelle. Enfin, un rebelle au bon sens du terme, parce que rebeller encore, si on se rebelle contre le mal, c'est bien, si on se rebelle contre le bien, c'est pas bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, ces forces, le vrai, le faux, le bien, le mal, qui se sont battus, mais il y avait un pôle de résistance, Et il a été rompu, on peut dire, à partir de 68. C'est à peu près à partir de 68, avec la réforme des maths modernes, avec la destruction de l'enseignement classique, le désherbage, c'est-à-dire qu'ils désherbent les classiques en disant c'est vieux, etc. Et il y a l'enseignement classique, notamment les pièces de théâtre, vous enseigne qu'il y a des tout, c'est-à-dire ce sont des schémas de pensée. Vous êtes soit dans un genre classique, soit dans un genre dramatique. Donc vous apprenez à hiérarchiser la pyramide de la connaissance, étant entendu que c'est le haut de la pyramide avec ses principes qui dirige le bas. C'est-à-dire qu'ils ont coupé l'accès aux principes et les axiomes, et ils indiquent leurs axiomes et il faut suivre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture. Comme je vous l'ai dit, au début des années 60, mon professeur, je me rappelle très très bien, je vous disais qu'est-ce que ça veut dire, disait « Vous êtes les derniers à avoir eu un bon enseignement ». Et vous avez quelqu'un qui est incitable, mais je citerai quand même, qui est Léon Daudet, qui disait il n'y a que lorsqu'on a un enseignement classique qu'on est capable de créer. Parce que pour créer de la pensée, c'est comme une maison, il faut savoir la construire. Et donc, ils ont détruit l'accès à la possibilité de créer une pensée. Vous prenez Philippe Tesson, moi j'étais en rapport avec le Parisien de Paris, là je connais quelqu'un que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtra, qui était une jeune femme à l'époque qui faisait les meilleurs articles, c'est-à-dire je lui dictais au téléphone et elle mettait ça en forme. Or maintenant elle est très bien placée dans l'appareil, on se souhaite les vœux, mais on ne peut pas se parler. Alors elle sait très bien ce que je pense, qu'elle pense, mais elle fait partie de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est sur un siège éjectable et que si elle ne reproduit pas, comme dans l'armée, le communiqué du commandement suprême, c'est fini. Et j'ai eu récemment un homme politique qui me disait, c'était un Serbe, il me disait je discute avec la journaliste en question, on est d'accord sur ce qui s'est passé en Serbie, les Américains, etc., etc. Elle était d'accord. Et puis elle dit attendez, maintenant on passe sur le plateau, on va dire l'inverse de ce qu'on pense. Donc, c'est parfaitement intériorisé. C'est-à-dire que le contrôle a été pris par la finance, mais autrefois, si je peux dire, il y avait encore... C'est pas par la finance, c'est par le mensonge. Oui, il est quand même... Non, c'est-à-dire, il est compris, ils sont payés, mais ça veut dire que c'est pas la finance, c'est la corruption. Mais... oui, c'est la corruption, mais... C'est la corruption. Ce que je veux dire par là, le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est que, vous savez, c'est ce que disait Solzhenitsyn ou ce que dit... Jordan Peterson aujourd'hui, c'est qu'il dit le mensonge ne doit pas passer par vous. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas dire un mensonge si la société est dangereuse, si vous dites la vérité, mais vous n'avez pas le droit de répéter un mensonge. Donc, au moins, vous vous taisez. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il disait, vous ne pouvez pas, sinon vous amenez le totalitarisme, vous ne pouvez pas parler en disant un mensonge si vous savez que c'est un mensonge. Ça, c'est inexcusable. Ça, c'est le crime. Il y a des gens qui sont des artistes, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont de bons boulangers, il y a des gens, il y a des talents, si vous voulez, et puis il y a le talent du courage physique, déjà. On parlera après du courage moral. Et donc, c'était la mode féodale. Et la basse-cour, contrairement à ce qu'on nous enseignait à l'école, que les châteaux opprimaient les paysans, ils les protégeaient, et c'est pour ça que le mot basse-cour, c'est la basse-cour du château, où on se réfugiait. Et donc, il y a peu de gens, et intellectuellement, c'est là le problème actuellement, que vous citez, c'est que le courage physique, c'est relativement répandu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un couteau, vous résistez. Il y en a qui fuient, mais il y en a qui font face. Mais le courage moral, c'est le plus difficile. Et le courage moral a été pris en main par le fameux langage avec les mots en isme. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, du côté de chez Swann, dans Proust, le dandy avait peur que sa concierge considère qu'il n'était pas chic. Donc, la peur du regard des autres. Oui. Et actuellement, il y a très peu de personnes qui sont capables de résister à la diffamation officielle. C'est-à-dire tous ces mots en isme, dès que vous voulez émettre une vérité, et donc la capacité, c'est là que je reviens au classique, c'est-à-dire que pour être capable de résister seul contre tous, enfin je schématise, eh bien il faut une certitude intérieure, il faut des qualités qui sont de moins en moins répandues. Pourquoi ? Parce que... ça paye pas. Voilà, on est en groupe et on revient à la question du linceul de Turin, si vous voulez, c'est qui est quand même l'archétype.
Passons la salle Le Turin, parce que ce que vous avez c'est l'histoire. Bon, qui traîne dans l'histoire depuis 20 siècles. Il est passé 20 siècles, oui. à peu près. C'était annoncé par les prophètes, donc avant. Oui. Isaïe. Isaïe, il se promène. Je sais pas, il est à Éphèse, puis on le retrouve quelque part de côté de la Champagne ou je sais pas quoi. Puis il a probablement été le trésor des Templiers. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et puis il apparaît en Savoie, et puis on découvre, on le photographie, et puis il y a ce visage extraordinaire qui apparaît, enfin ce corps. Et là aussi, ça a été l'objet. Alors, je voudrais discuter avec vous parce que ça me tracasse beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé sur le linceul. Première question, qui est quand même la question essentielle, est-ce qu'il est authentique ? Oui, mais que veut dire le mot authentique ? Est-ce qu'il est d'époque ? Il est authentique. Et alors, j'allais dire, excusez-moi, vous avez l'homme de la situation, parce que actuellement, je suis dépositaire, justement, de l'autorité sur cette authenticité. Alors, vous posez le bon mot. C'est-à-dire que moi, j'ignorais ce qu'était le linceul de Turin jusqu'en 1989. J'ignorais, je savais vaguement. Bon. Et puis, compte tenu de mes travaux en mathématiques, lorsqu'il y a eu la datation au carbone 14, alors ça, c'est très intéressant de suivre la logique. Oui. Toujours la logique. J'aime beaucoup la phrase de Poincaré, Henri Poincaré, évidemment, par Raymond Henri, qui disait « Comprendre une partie d'échecs, ce n'est pas voir que tel joueur joue selon les règles, c'est de comprendre pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. » Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les pièces. Et en particulier, c'est un jeu, si je peux dire, un combat à l'envers dans lequel on a des scientifiques et des artistes, vous en parliez, qui sont opposés à des religieux et des historiens. C'est-à-dire que les pires des gâteurs, ce sont des religieux et des historiens, alors que ceux qui ont prouvé l'authenticité sont ceux qui vont au fond des choses, les scientifiques et les artistes, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est authentique ? Oui. Mais quand on m'a demandé de faire la synthèse, parce que c'est un problème de synthèse, il y a des choses qui vont dans un sens, on se dit... Bon, la question toujours, c'est comment est-ce qu'on remonte la pyramide de la connaissance pour arriver à une certitude, si possible. Voilà. Et je me suis dit, mon travail, on m'a demandé de faire la synthèse épistémologique au Symposium de Paris, de 7 et 8 septembre 1989, donc de conclure. Et le sujet qui m'avait été imposé, c'est convergence et divergence. Qu'est-ce qui converge vers l'authenticité et de conclure. Et à l'époque, je faisais des systèmes experts, donc je mettais tout en oui, non, oui, non, oui, non. Donc j'ai repris un siècle de travaux, tout dans une arborescence. Bon. Et là, je me suis dit, mon rôle, c'est de savoir si je peux mettre l'adjectif, le verbe, l'adjectif authentique à côté du linceul. Donc je me suis dit, quelle est la définition du mot authentique ? Donc il y a deux sens du mot authentique. Authentique, ça veut dire auto-authentikos, qui agite ça, ou bien c'est conforme aux spécifications. Donc je suis un coureur rapide. C'est vrai puisque c'est marqué sur un papier, ça prouve rien, le papier. Ou alors, je cours comme une flèche. C'est le deuxième sens, j'agis par sa propre autorité. Or, le linceul de Turin, alors là je fais un peu de théologie, mais enfin, la science-théologie, il était, dès le départ, il était prévu, si je peux dire, qu'il ne pourrait pas être démontré par l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le premier type d'authenticité, il n'a pas l'étiquette. Le fonctionnaire qui a marqué c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, c'est pas possible, la chaîne est rompue. À plusieurs reprises. Il ne peut être démontré que parce qu'il est lui-même. Il prouve son autorité, on pourrait parler, parce qu'il est lui-même. Et donc, au Symposium de Paris, c'était un véritable débat contradictoire, parce que ce qui est spécifique sur le travail auquel j'étais, disons que j'ai conduit en termes de politique, c'est la loyauté du débat. C'est-à-dire que tout le monde est invité à parler avec. Il faut quand même les connaissances, mais tout le monde. Et j'allais dire presque les opposants. Mais on est arrivé à une telle chose, c'est que les opposants, je pense à Monseigneur Saxer, recteur de l'Académie pontificale d'archéologie, qui disait que le linceul avait été fait par des chrétiens qui avaient crucifié quelqu'un pour faire croire à la résurrection. On en était là. Alors, je l'ai invité à Rome à venir, il n'a pas osé se présenter parce qu'il était ridicule. Donc, le véritable arbitre du débat, c'est la non-contradiction, voire le ridicule. Et quand on n'arrive pas, c'est ce qui se passe actuellement au Parlement, cette chose folle d'un président qui impose en disant « vous m'avez élu, vous êtes opposé à ce que je fais, mais vous m'avez élu, vous allez faire l'inverse de ce que vous voulez à 2/3 de la population », on est chez les fous. On n'est pas dans la démocratie. Mais là, ce qui doit juger notamment de la réforme, c'est la capacité, la possibilité de présenter et d'être non contradictoire. Oui. C'est l'intelligence, c'est pas le nombre. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est authentique, oui, mais que veut dire le mot authentique ? Dès le départ, c'est ça qui est passionnant. Intellectuellement, quand on joue le jeu loyal, c'est vraiment une aventure intellectuelle passionnante parce qu'elle comprend toutes les sphères de la connaissance. C'est tout à fait passionnant. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Ceux qui veulent
qui pensent à l'authenticité, ceux qui veulent nier, sont-ils honnêtes, sont-ils pas honnêtes, et comment est-ce qu'on débusque le malhonnête? Parce que le malhonnête, il a une manière de faire, et je vais vous dire comment. Donc, il y a plusieurs âges dans le linceul, je ne vais pas trop en parler. Il faut d'abord savoir qu'il a été authentifié par l'Église. Sixte IV. Parce que la presse mensongère vous dit l'Église ne reconnaît pas l'authenticité, maintenant elle le cache un peu, mais le linceul a été reconnu du XVe siècle avec Sixte IV, de la chapelle Sixtine, avec une liturgie qui est toujours en cours actuellement, avec les pénitents rouges, je ne vais pas rentrer, de Nice, mais avec la messe de 1506, c'est qu'il était reconnu jusqu'au 13 octobre 1988. C'est le custode pontifical archevêque, donc Balestrero de Turin, qui a annoncé les résultats de la datation carbone 14. C'est une première mondiale. En principe, ce sont les scientifiques qui annoncent le résultat. Mais là, l'idée claire, c'était pour faire taire les chrétiens. Bon. Et donc, il a été authentique. Balesteros, cardinal, etc., il a dit, non, c'est pas exact. Oui, il a dit, mais il était même content. Il a choqué la presse italienne, parce qu'en gros, le gardien dit, je suis content, moi je pensais que c'était un faux, je suis rassuré. Ça a été incroyable. Mais, ce qui est important, c'est donc, il a annoncé le statut religieux dont on ne parle jamais. J'étais hier au colloque du CIELT, parce que l'association a vécu... j'ai rappelé que pour l'Église actuellement, le linceul est un faux. Mais c'est fait d'une manière très trompeuse. C'est-à-dire que le Vatican ne dit pas c'est un faux. À partir du 13 octobre 1988, il se dit ce n'est pas une relique, c'est une icône. C'est ce qu'a dit le cardinal Saldarini pour le centenaire scientifique. Une icône, c'est qu'elle était faite de main d'homme. Voilà. Et donc, c'est un faux. Enfin, c'est faux par rapport à ce qu'on attendait. Donc, c'est dit très perfide, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera peut-être pas. C'est pourquoi l'Église ne veut-elle pas reconnaître l'authenticité? Parce que quand, au Symposium de Rome, là je passe un peu d'avant en arrière, j'ai rencontré Jean-Paul II. Et je lui ai dit, quel support comptez-vous apporter au linceul de Turin? Il a dit, ce n'est pas le moment. Mais en faisant l'enquête, j'ai découvert que ceux qui ont provoqué la datation en carbone 14, ça vient du Vatican. Et ça vient de l'Académie pontificale des sciences. Donc pourquoi, je ne traiterai pas le sujet, je reviens en arrière, l'Église s'obstine-t-elle? Parce que je pensais qu'on allait être félicité. On a démontré, il y avait l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et compagnie, c'est ici, il y avait tout le monde. Je dis, on va être félicité. Le carbone 14 avait dit que c'était un faux, pour faire court. Maintenant, nous prouvons qu'il est authentique. Il y avait 18 nations qui étaient réunies. Ça, c'est le débat contradictoire. À Rome, 18 nations, tous ceux qui avaient travaillé. Et le résultat de ce livre, que vous devriez montrer à la caméra, c'est vous qui avez été un des grands rédacteurs, je pense, de ce livre. Donc, c'est fait sous ma direction. La méthode, alors il y a tout le monde. Si vous voulez, l'idée, alors là, c'est la question de la méthode. Donc, il y a ce livre qui était là et qui tente à prouver que, en effet... Il prouve que ça a été... En tout cas, c'est de l'époque du Christ. Alors, c'est-à-dire que, maintenant, qu'est-ce qu'il prouve? Alors, quand même, si vous voulez, mon idée, c'est la preuve. Oui. Alors, on arrive au courage moral, si je peux dire. Lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, moi, j'ai travaillé comme je travaille habituellement. J'ai passé au crible, j'ai fait une arborescence, et j'ai dit, il y a 5 cas possibles. Parce que ma méthode, c'est la méthode des générateurs. Tout ce qui existe a un générateur. Vous, moi, bon, d'où venons-nous? Un créateur. Et donc, le générateur, je me suis dit, il y a 5 cas possibles. Ou bien c'est un artiste qui l'a fait. Et on peut le prouver. Ou bien c'est un authentique cadavre, et ça doit se prouver. Ou bien, où on peut identifier le cadavre, si vous voulez, bon. Et puis, ou bien c'est un faussaire, je dis d'abord c'est un artiste, un faussaire, un véritable cadavre. Ensuite, c'est le cadavre de Jésus de Nazareth, historique. Ou bien, il y a quelque chose de plus qui a un rapport avec ce que les évangiles appellent la résurrection. Donc, j'ai remonté, c'est la fameuse méthode, du plus simple au plus compliqué. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait ma démonstration, le premier jour, j'avais pas terminé mon travail et je suis allé respirer un petit peu l'air du symposium, le 8 septembre. Et j'ai vu, ils avaient tous le trouillomètre à 0. Et pourquoi? Justement, c'est la peur du qu'en dira-t-on? C'est-à-dire que les Américains avaient été tétanisés parce que c'est la confusion entre la science et la religion. Le scientifique qui passe pour un idolâtre, il est foutu. Vous voyez, donc il y a ce conflit entre la science et la religion. Il y a quelques grands scientifiques français là, qui étaient des professeurs de médecine ou je sais pas quoi, dont la carrière a été brisée quand ils sont intéressés au suaire, quoi. Enfin, il y a eu, alors on pourra parler de ça. Alors, est-ce que c'est pas... À ce moment-là, je me suis dit, ils ont dit, ça c'est vrai, mais on peut pas le dire. Alors là, je me dis, je vais vous en mettre la dose maximum. Bon. Et le lendemain, alors ce qui était intéressant... Ils vous ont dit, c'est vrai, mais on peut pas le dire. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disaient. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Ils auraient dit, c'est faux. Non, on peut pas le dire. Alors le lendemain, ce qui était intéressant, c'était à Chaillot-Galliera. Il y avait à peu près 300 personnes, et il y avait Mike Tite. Parce que quand on se bat, il faut qu'il y ait l'opposant. Bien sûr. Si on se bat tout seul, on gagne toujours. Bon.
Et donc, il était Mike Tite, le directeur du laboratoire de recherche du British Museum qui était dans la salle, et c'est lui qui avait coordonné les 3 datations carbone 14 qui avaient daté de 1260-1390. Il était là. Moi, pendant 1h30, j'ai défilé toute la démonstration de l'authenticité. Et j'ai dit 3 choses. 1, le linceul de Turin est scientifiquement authentique au 3e degré par défaut, donc il y a 3 degrés. 2, la datation calendaire est scientifiquement fausse. Et 3, l'hypothèse du faux médiéval n'est pas constituée. Et après, il est monté à la tribune. Il a eu à peu près 1h30. Je me suis dit, il ne m'a pas attaqué. Donc je me suis dit, là, il ne devait pas être très sûr de lui. Il est rentré à Londres et il a dit, nous n'avons jamais dit que c'était un faux. Et c'est là que l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, selon la parole du Cid. Et après, on a remonté. Alors, je reviens. Donc, il y a eu cette peur. Et je suis le seul qui avait annoncé, qui a osé dire qu'il était authentique. Alors pourquoi ? Parce que j'avais la méthode. J'avais fait la synthèse épistémologique, j'avais tout projeté, personne ne pouvait dire non. Et à partir de ce moment-là, et donc par rapport au courage, c'est que le courage, on ne peut l'avoir, il faut avoir du courage pour résister, effectivement, c'est une chose, mais surtout, il faut avoir la preuve. Or, en détruisant l'enseignement, on a détruit le raisonnement et on a détruit la possibilité de s'asseoir personnellement sur une preuve. Je prends par exemple le coronavirus. Bon, le traitement. Moi, je peux vous indiquer le médecin, je vous l'indiquerai après, qui dès avril l'a dit, on peut le connaître, il est sur mon site, il se connaîtra, a dit, nous avons le traitement. Et les personnes que je connaissais qui étaient malades, il les a guéris avec des antibiotiques. Donc, si vous voulez, mais quand je lui ai dit, il voulait écrire un livre avec moi, je lui ai dit, est-ce qu'on pourra dire la vérité ? Il a dit non. Alors je dis, bon, écoutez, on verra après. C'est-à-dire que pour être capable de résister seul contre tous, en gros, devant le pouvoir qui vous dit, avec tous les médecins qui disent, moi je suis médecin, je suis... Quand ça déboule, vous êtes écrasé par le bombardement médiatique. Il faut être un peu fou même, peut-être, au bon sens du terme, pour résister. Quel intérêt ? Vous avez des ennuis, on vous regarde de travers, vous passez, etc. Votre carrière est foutue. Voilà, la carrière est foutue, comme vous l'avez dit. Donc, personne ne peut résister et avoir intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il faut un corps d'élite auquel j'en appelle, si vous voulez, de gens qui résistent. Mais il faut s'organiser. Parce que tout seul, on est... Mais vous savez, le problème des gens que vous décrivez, c'est qu'ils sont tous indépendants, par nature. Et si vous essayez de les organiser, c'est comme d'essayer d'amener un troupeau de chats à paître. Ils sont tous là, ils sont tous remarquables, mais vous essayez d'en mettre 3 ensemble, et puis ils partent. Il y en a un qui va étudier un papillon, le 3e qui va regarder la Lune, et donc vous voyez, ils sont impossibles à organiser, ces gens. Alors, je suis content que vous posiez cette question, et je suis content de votre invitation, je le rappelle, parce que vous êtes une singularité dans ce paysage, et je pense que vous pouvez être un élément, sinon l'élément fédérateur, pour monter cette pyramide, justement, de référence en face du pouvoir. Pendant cette histoire du coronavirus, je devais faire un symposium qui n'aurait pas eu cette qualité parce que c'était difficile à organiser, mais je voulais absolument, j'ai œuvré, je n'y suis pas arrivé parce que j'ai eu un empêchement à ce moment-là, donc j'avais une mission d'organiser ce symposium pour que les personnes qualifiées dont vous parlez viennent, chacune dise, moi j'apporte cette pierre, telle preuve. Mais il fallait aligner tout en termes de démonstration, introduction, démonstration avec les personnes qui apportent chacun leur théorème, chaque personne apporte, et puis conclusion. Eh bien, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a cette intelligence française qui a émerveillé le monde, pendant longtemps. Comment ? Pendant longtemps. Pendant longtemps, eh bien, a été incapable de se mobiliser. Et alors, en face, je vous montrer, parce que la force du pouvoir, je pensais actuellement aux armes transsoniques, si vous voulez. La force transsonique du gouvernement en place, c'est que c'est quand même très puissant, la communication des cabinets. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens qui manifestent en disant liberté, au singulier d'ailleurs. Bon, pas au pluriel. Bon, eh bien, parce qu'ils ont appris la Révolution française, ils se sont dit, il y a la Révolution, tout le monde sait, la tyrannie s'écroule. Mais là, ça marche pas, parce qu'il y a un piège dedans. Et en fait, donc, cette liberté semble invincible, mais que répond le gouvernement, en particulier Emmanuel Macron ? Mais il dit, mais la liberté ne dispense pas du devoir. Et à ce moment-là, ça s'écroule. Donc on revient à l'enseignement classique, comment la liberté, le droit, le devoir s'articulent, et lorsque vous avez enlevé
comme ça a été fait, les éléments de logique, moi je travaille énormément sur les grammaires, les logiques, c'est très compliqué la langue. Parce qu'on vous parle des neurosciences maintenant, ou des sciences cognitives, c'est ce tort de rire, puisque si ces sciences cognitives ne sont pas capables d'apprendre à lire aux enfants, alors que depuis les Grecs, avec l'alphabet, alpha, bêta, on sait lire, c'est bien qu'il y a cette intention de détruire. Donc les sciences cognitives existent, mais non pas pour nous faire accéder à la connaissance, mais pour nous empêcher d'accéder à la connaissance. C'est ça qui est terrible. C'est en face du Moloch du pouvoir, il y a de moins en moins de personnes, sinon quelques résistants. Vous parlez du professeur Raoul, on pourrait en parler dans le détail, mais j'ai bien suivi la manière dont il a été utilisé pour disqualifier tout le monde. Il y a une très bonne émission, mais il a résisté, mais pas au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire quand il a dit qu'il fallait vacciner les personnes fragiles, ce n'est pas vrai. Le vaccin doit être administré, si c'est un vaccin, et ce n'était pas un vaccin. Non. Donc, le problème du courage, c'est que chacun a ses intérêts, et c'est compréhensible, chacun a ses limites, et donc par rapport à ce que vous disiez, chacun maintient, pour se respecter soi-même, un minimum de vérité, mais ne va pas jusqu'à s'organiser avec d'autres. Je pourrais donner des noms parce que je les ai tous eus, si vous voulez. et ça va. Donc on est là, et je vous lance un petit peu ce défi, ou je vous lance ce défi, de reconstruire cette pyramide, je veux dire, d'une autorité alternative. C'est-à-dire que quand vous avez toutes les forces coalisées du gouvernement, qui sont là, les laboratoires, etc. En face, vous avez une poussière de personnes qui regardent la télévision, et il faut créer cette autorité. Et vous, je pense que vous êtes un élément. Et il faut recréer cette pyramide de la vérité qui permet de résister. Alors, je prends par exemple la charte de Munich. Toute la presse viole la charte de Munich, puisque le premier principe, c'est la vérité. Voilà. Alors, je reviens à ça. Alors, donc, ce que je voulais, c'est que je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité dans ce domaine. Bien sûr. Je voyais des gens qui avaient la peur, et moi, mon but, c'était comment passer de la probabilité à la certitude. Voilà. Et la certitude, ce qui est très intéressant, puisque vous avez parlé du début, c'est que l'âge scientifique du linceul, vraiment, commence le 28 mai 1898, lorsque la photographie apparaît. C'est-à-dire que c'est ça, lorsque, on pourrait voir, c'est lorsque il y avait une image empreinte, il y a les deux, il y a le physique et l'image. Et tout à coup, Segundo Pia prend une photo, et ce qui croit être un négatif, c'est le positif. Comment est-ce qu'on reconnaît un négatif d'un positif ? Par l'expressivité. On a vu dans les vieilles photos argentiques, on sait bien reconnaître le... Et à ce moment-là, évidemment, alors chacun dit dans son langage, c'est un miracle, c'est ci, c'est ça, mais l'Observatore Romano, donc l'organe de presse officiel du Vatican, dit, il nous a été donné de voir pour la première fois l'image du divin Rédempteur. Donc c'était du fond des âges. Bon. Et à ce moment-là, il y a deux camps. C'est vrai. Tout de suite. Il y a le camp de ceux qui disent, en gros, c'est un miracle, c'est merveilleux, on a la preuve, etc. Puis en face, il y a en particulier le chanoine Ulysse Chevalier, toujours les religieux dans le mauvais camp, si vous voulez, qui dit c'est faux, etc. Et jusqu'à dire que ce sont les chrétiens qui ont inventé, ce qui était absurde, une fausse preuve de la résurrection. Enfin bon. Et comment il aurait fait d'ailleurs, on n'y arrive pas. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous, avec la méthode classique, vous décomposez bien en éléments la logique. Comment est-ce qu'on passe de A à B à C, etc. Lorsqu'il y a eu cette photographie, si les opposants à l'authenticité avaient été honnêtes, ils auraient dit une chose très simple. Enfin, nous avons la preuve, nous avons la pièce à conviction que la résurrection est une imposture, puisque vous aviez l'image d'un mort. Oui. Fin de la partie. Oui, mais en même temps, si on laisse mort, il n'a pas laissé de sang, ça s'est pas arraché au moment sur le linceul, il n'y a rien qui s'est arraché. Et la façon dont l'image a été faite, on n'a jamais compris. Oui, mais alors, si, on a compris tout ça, mais ça dépend ce qu'on appelle compris. Oui. Alors, c'est là que les mots sont importants. Il y a comprendre et pas comprendre. Oui. Par exemple, vous êtes vivant, vous comprenez que vous avez été engendré par vos parents, mais jusqu'où est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est quand même très étonnant, la naissance. Oui. Comment est-ce que deux personnes qui ne connaissent rien à la biologie peuvent faire une autre qui est en même temps semblable et différente ? Enfin bref, tout est mystère dans la vie. Une fleur, le chêne, etc. La création. Mais alors, ce qui est important, je termine ce que j'étais en train de dire, c'est que les opposants, au lieu de dire soyons scientifiques, on a la pièce à conviction, on va la faire parler et on verra. Tout de suite, ils ont dit c'est faux. Pourquoi ? Parce que tout de suite, ils ont vu qu'il y avait plus que la mort. Oui. Ils ont dit, oh là, ne mettons pas le doigt dans l'engrenage, c'est grave. Ils n'ont pas été loyaux.
Et c'est comme ça qu'on débusque. Moi, je connais quelqu'un qui fait semblant de pas savoir, mais c'est comme l'aveugle dans une forêt qui évite les arbres. Vous dites, il est probablement pas aussi aveugle que ça. Ouais. Et donc, là, ça a été le début. Alors, il y a eu le symposium de Paris, qui a été un triomphe, excusez-moi de le dire, parce que j'ai libéré les énergies. Quand j'ai osé dire la vérité, il se levait, enfin, il y a tas de choses qui ont été dites. Ça a été un triomphe, si vous voulez. Et après, donc, j'ai mené la politique scientifique. Et si je m'autorise à être si catégorique sur mon rôle, c'est que j'ai assisté hier à un colloque dans lequel il y a la honte ou la peur ou je sais pas quoi, mais enfin, ils ne veulent pas affirmer la vérité sur l'authenticité, parce que la question, c'est pas que l'authenticité, c'est si on se place du point de vue théologique. Parce que l'intérêt de la méthode, c'est que le linceul est tangent entre la religion et la science. On ne peut la voir que du côté scientifique. Moi, je l'ai vu que du côté scientifique, qui tangent. Et après, on peut dire, et du point de vue théologique. Donc, puisque le linceul de Turin est authentique, maintenant, puisqu'il prouve la résurrection, enfin je vous le dis courtement, mais il le prouve par défaut. C'est-à-dire qu'il y a deux pièces archéologiques. Vous avez dans un grenier un texte un peu bizarre de quelqu'un qui est ressuscité. Bon, vous pouvez regarder ça, c'est les évangiles. Bon, bizarre quand même, bon, ça paraît un peu bon. Et puis de l'autre côté, vous avez un linge. Et vous étudiez le linge scientifiquement et vous découvrez que le linge est la seule explication scientifique des évangiles. Pourquoi ? Le linceul, qu'est-ce qu'il prouve ? Alors je vous la joue vite. Bon. C'est-à-dire qu'on dit, il y a eu un linge, effectivement. Ce linge a enveloppé un cadavre qui a subi la passion à l'identique du Christ. Bon. À l'identique du Christ, parce qu'on retrouve les mêmes fouets, les mêmes... On retrouve. La couronne d'épines, on retrouve tout, quoi. On retrouve effectivement... La blessure au côté. On retrouve tout. Mais d'une manière avec, enfin bon, pour avec des détails incroyables. Avec des détails qui étaient impossibles à faire, parce que il y a des choses, des couples antilogiques. Hier, il y avait quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, qui était en train de se dire pourquoi est-ce que la plaie est à droite, pourquoi est-ce que ça là, bon, enfin bref, tout a été étudié notamment par Pierre Barbet, qui était un chirurgien de la Première Guerre mondiale. Donc c'est très étonnant, parce que dans les évangiles, on dit il y a le sang et l'eau. Oui. Eh bien, pour que le sang et l'eau apparaissent, il fallait que le coup soit porté de gauche à droite. Et c'est ce que faisaient les Romains, c'était la façon dont ils portaient leur coup militairement. Que c'était ouvert, etc. L'escrime romaine. Bon. Voilà. Et alors, donc, je reviens sur l'essentiel. Et même Van Keuvelart, par exemple, André Van Keuvelart, a repris mon terme, qui est le point vraiment essentiel dans Cloner le Christ, c'est l'IRSC, l'impression retrait sans contact. Alors, je vais vous expliquer. Bon. En fait, quand j'ai fait ma démonstration, je dis ça repose sur peu. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est pas de posséder une relique d'un linge, d'un supplicié. Bon, c'est bien, mais ça prouve rien, sinon qu'il a été supplicié. La question, c'est ce qu'il y a plus. Et ce que dit évidemment, disons que Saint Paul, si le Christ n'est ressuscité, votre foi est vaine. Oui. Donc tout repose, toute la civilisation européenne repose sur la ressuscitation. Sur la. Alors, est-ce que le linceul, est-ce qu'il nous dit ? C'est ça son message. Il y en a d'autres, on verra. Le premier, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, là, les Américains, parce qu'ils ont fait un très bon travail, et je rends hommage à John Jackson, qui était le président du STURP, qui m'a dit, nous avons de bons scientifiques, mais vous avez de bonnes politiques. Et c'est ça, la bonne politique, c'est d'arriver à réunir tout le monde à Rome. Bon. Et donc, vous voyez qu'il y a eu ce cadavre, qu'il y a eu un linge, qu'il y a eu le linge, qu'il y a eu le cadavre, et quand vous avez... Il a été attaché, ça a été très très bien décrit quand vous avez un phénomène de fibriolyse, c'est-à-dire que le sang, à un moment donné, prend l'aspect de la gélatine, ça a été très très bien étudié, et il y a un décalque qui se fait. Donc c'est pour ça que les caillots sont si visibles. Donc tout ça, c'est très étonnant. Mais la question, c'est comment est-ce que le cadavre est parti ? Alors il y a deux thèses, puisque c'est le plus vieux procès du monde. Vous avez certains qui disent, les grands prêtres qui disent, les disciples sont venus le prendre pour faire croire à la résurrection. Bon, et puis il y a les autres qui disent non, il est ressuscité. Alors, est-ce que le linceul permet de départager ces deux camps ? Eh bien oui, parce que, et ça, il y a le très bon travail des Américains du STURP en 1978, qui ont étudié vraiment l'image, c'est qu'il n'y a pas d'arrachage, d'arrachage de fibrilles de lin ni de fibrilles de sang. Bon. Et donc, tout repose, vous savez, c'est la fameuse phrase théologique, ma force est dans ma faiblesse. La force du linceul est dans sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace d'arrachement, ni de fibrilles de lin, ni de fibrilles de sang. C'est-à-dire qu'il y a eu disparition, entre guillemets, du cadavre. Alors j'ai appelé ça la dématérialisation. Et l'abbé Pierre m'a dit, pourquoi vous appelez ça la dématérialisation ? J'ai dit, c'est simple, parce que je regarde le dictionnaire. Le seul mot disponible pour expliquer la disparition de particules avec dégagement de chaleur, donc disparition de particules, si vous voulez, c'est le non-arrachement des caillots, et à dégagement de chaleur, c'est l'image monochrome. C'est ça qui a fait l'empreinte. C'est ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'impression retrait sans contact, et c'est la preuve de la résurrection,
par défaut, puisque on arrive à la conclusion que le cadavre a disparu, donc il y a eu dématérialisation, stricto sensu, mais s'il n'y avait pas les évangiles, on dirait il a disparu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on a l'explication totale, même si on n'est pas capable de le reproduire. Ceci dit, on peut le reproduire, puisque vous dites, si vous croyez en moi, vous ressusciterez vous-même. Oui. Mais ça, c'est un autre canal. Après, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et donc, ce qui est intéressant, bien de passionnant, c'est d'abord de décortiquer, de voir, de comprendre. Enfin, c'est vraiment un univers. C'est ce que j'appelle, d'ailleurs, alors ce qui est important, c'est que nous dit d'autres le linceul de Turin. Et je dis que c'est la figure de décryptage emblématique du monde moderne, parce que pour retrouver la vérité du linceul, il faut faire une inversion. Vous avez le positif et le négatif. Et le positif se retrouve par inversion du négatif. Et c'est exactement la figure qu'on a actuellement en politique et partout. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours l'inverse de ce qui est. Donc si on se dit à chaque fois, et si c'était l'inverse, on retombe sur ses pieds. L'enseignement, l'éducation nationale, est-elle faite pour apprendre aux enfants à écrire? Non, elle est faite pour désapprendre à écrire. Est-ce qu'elle est faite pour leur donner l'esprit critique? Non, au contraire, c'est pour en faire des... Et donc, la médecine, on retrouve partout. Alors, il faut utiliser avec des gens. Et le linceul de Turin nous incite à inverser. Il y a aussi la droite par rapport à la gauche, n'est-ce pas? Et donc, c'est un modèle... Et surtout, le modèle, ce que je veux dire, c'est d'arriver à cette preuve incontestable du symposium de Rome. C'est-à-dire, loyalement, vous faites fonctionner le verbe, vous invitez tout le monde, vous agitez le débat contradictoire et vous arrivez à la vérité. Et donc, c'est ce dont nous avons besoin dans tous les domaines pour sortir de ce que vous décrivez très bien dans toutes vos émissions, cette situation catastrophique que certains appellent le déclin, que certains appellent aussi... Non, c'est un plan. Et alors, ce plan... dès qu'on parle de plan... c'est le règne du mensonge. C'est le règne du mensonge, l'empire du mensonge dont vous parlez. Mais, et donc, le prince du mensonge, vous savez qui c'est? Bien sûr. Bon. Et donc là, on a ces deux figures du Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il y a la vie, c'est important. Et puis, il y a le prince du mensonge. Et on retombe sur ces deux cases, et on est forcément d'un côté ou de l'autre. Oui. C'est tout à fait vrai. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce que vous dites, c'est finalement, bon, cette histoire de la vie, c'est très important, parce que c'est ce que disait Jean-Paul II aussi un peu, c'est que toute cette civilisation dans laquelle nous sommes, c'est une civilisation de la mort. Moi, de la mort, ce qui me surprend, c'est l'euthanasie, l'avortement. Toutes les mesures prises sont des mesures pour, finalement, nous faire disparaître. Je trouve ça extraordinaire d'avoir comme ambition... Je ne sais pas si vous avez 20 ans aujourd'hui et que les deux grandes idées, c'est l'euthanasie et l'avortement, des gens qui nous gouvernent, ça ne donne pas du poil aux pattes. Enfin, il me semble pas que ça va emmener les gens bien loin. Je trouve ça effrayant, quoi. Et là, on a... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce suaire, c'est un peu la preuve qu'on peut passer de la mort à la vie, quoi. Ouais. C'est une belle preuve. Je prends, parce que vous avez de la mort. Bon, il y a une peur de la mort actuellement inimaginable. Mais quand vous prenez les calvaires, parce que il y a encore les faux débats, il n'y a que de faux débats. C'est le christianisme, c'est les racines. Non, c'est pas les racines. Quand vous voyez un clocher, l'oscillation, elle est partout. Bon, quand vous avez le président Macron qui va recevoir le roi d'Angleterre à Versailles, c'est-à-dire nous sommes dans un régime de mort qui ne crée rien, qui n'a pas d'architecture. Et quand vous prenez le calvaire, il n'a pas eu d'enfant d'ailleurs. Oui. Vous prenez le calvaire. Bon. Pourquoi nos ancêtres, vous le voyez encore dans les campagnes, ces calvaires, est-ce que ça leur faisait peur ou pas? Parler de la mort? Non, c'était l'image de la vie. C'est-à-dire, c'est vaincre la souffrance, c'est vaincre la mort, et c'est de savoir que la vraie vie, je ne dis pas que ce n'est pas une vraie vie sur Terre, mais la vraie vie, nous sommes destinés à l'éternité. Et donc la bonne nouvelle, c'est que, bon, la mort, ce n'est pas un moment forcément agréable, mais c'est qu'il y a une transcendance, il y a autre chose. Vous parliez de l'avortement. Quand vous prenez la situation des femmes, il y a une haine de la féminité incroyable. Mais incroyable. Vous prenez, j'entendais actuellement quelqu'un enfin, des choses qui étaient racontées, vous prenez la situation des jeunes filles actuellement. Bon. Alors, on leur dit d'abord, maintenant ça couchotte, paraît-il, fait que ça. Mais l'amour a été supprimé. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez la pilule, que vous n'avez pas citée, qui met en situation de ménopause, donc il y a des conséquences, si vous voulez. Il n'y a plus d'attirance homme-femme normale. Donc finalement, tout devient ridicule, tout est consommation, et ça conduit au désespoir. C'est la mort, l'amour, il n'y a plus d'amour avec du sexe, et vous avez cette destruction par le prince du mensonge, si on reste dans la théologie.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que la théologie explique très bien ce qui se passe. Vous parlez du mensonge. Et le mensonge conduit évidemment à la mort, puisque la vérité conduit à la vie. Et donc, c'est la révolution que nous avons à faire, c'est ce retournement du verbe pour le remettre à l'endroit et pour retrouver la vie. Parce que, vous prenez par exemple le président Macron qui avait dit « je vous protégerai ». Alors, vous voyez comme... C'est exactement l'inverse. Bon. Mais vous prenez la révolution, parce que j'ai fait des carèmes initiatiques, j'ai réfléchi l'année dernière. Pendant le carême, je me suis dit, au fond, le carême, c'est quoi? C'est se purger de ses mensonges, et la politique, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, on est dans le thème. Comment est-ce qu'on peut mettre en face à face la théologie et la politique? Et j'ai bien réalisé que la théologie et la politique, ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que nous sommes encore gouvernés par la théologie. On pourra en parler. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'explication théologique fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la Révolution, il y a eu ce que j'appelle la troisième alliance, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Je vais vous poser une colle, si vous voulez, parce que moi, je vois personne n'a lu la Déclaration des droits de l'homme. J'ai lu, mais il y a bien longtemps. Bon, vous voyez, donc, on l'a pas lu et elle n'est pas apprise à l'école. C'est-à-dire que ceux qui vont au catéchisme, on leur dit Dieu a créé le monde, c'est-à-dire, mais là nous sommes dans un régime des droits de l'homme et c'est jamais expliqué. Pourquoi? Parce que si vous faites une analyse grammaticale et logique, c'est terrifiant. C'est-à-dire que dans le premier article, on vous promet la liberté et l'égalité et tous les autres articles vous enlèvent ce qui est promis. Article 3, par exemple. Je ne citerai que l'article 3, mais je vous invite Article 3, c'est le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est déjà costaud. Bon. Il ne faut nulle personne, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Là, on est dans le principe de qui va décider. Et il y a un auteur qui est passionnant, qui est hélas mort en 14, comme beaucoup de personnes, qui est Augustin Cochin, qui disait la révolution, c'est le passage, le peuple qui passe des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir. Et dans cet article, qui a l'air de la Déclaration des droits de l'homme a l'air de promettre la liberté. Eh bien, dès l'article 3, on enlève à tout le monde l'autorité. Il n'y a qu'une personne qui a l'autorité, c'est la nation. Le père de famille n'a aucune autorité. La mère de famille, celui qui chante bien, n'a aucune autorité pour chanter, aucune autorité pour enseigner, sauf si la nation lui confie. Or, la nation, c'est qui? La nation, c'est celui qui possède le mot nation, qui peut parler au nom de la nation. Mais ceux qui ont l'habitude de parler au nom des autres, c'est qui? Ce sont les avocats, ce sont les juristes, c'est l'état de droit, c'est ceux qui parlent au nom des autres et qui leur disent ce qu'il faut faire, qui substituent leur volonté à la vôtre. Parce que le droit démocratique, c'était la coutume, c'était le patois. Ça restait longtemps en Angleterre, hein. Le oui. common law, c'était... c'est ça, mais ça c'est vraiment démocratique parce que vous naissez dedans. Oui. Tandis que ça, 177 turlupins qui vous imposent, alors dans les conditions que l'on voit, oui. d'intelligence, de culture. C'est ça la tyrannie. Et alors, l'article 3, il faut bien méditer, eh bien, il donne le pouvoir, d'abord c'est un nom qui prend le pouvoir, c'est la nation, nominalisme, c'est la nation qui est bon. C'est qui la nation? C'est ceux qui peuvent parler au nom de la nation, c'est qui? Et vous arrivez aux juristes, et puis à ceux qui contrôlent les élections et le reste, et donc vous arrivez à un pouvoir absolu qui est totalitaire, qui est l'inverse de la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand chacun peut au moins décider à son niveau de ce qui le concerne. Maintenant, c'est l'inverse. Et donc, ça remonte. Et donc, la déclaration des droits de l'homme, qui est la troisième alliance, a remplacé la deuxième, parce que la première, c'est Abraham, la deuxième, c'est le Christ, et la troisième, c'est celle des droits de l'homme. Et alors, j'ai fait une vidéo que j'appelle le 5 octobre 1789, la Révolution est faite. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est je veux dire, de reprendre, de penser que le verbe, c'est Dieu, si vous voulez. Donc le verbe, le pouvoir est dans le verbe. C'est que jusqu'au 5 octobre, parce que lorsqu'il y a eu la fameuse manifestation, il fallait faire craquer Louis XVI, parce que Louis XVI, c'était l'autorité. Justement, l'autorité qui décide. Pour nous, on le voit actuellement, nous n'avons aucun pouvoir, tout est décidé de là-haut, et quand on a donné prétendument, parce que Macron n'a jamais eu la majorité, parce qu'on vous dit la démocratie c'est la majorité, mais il n'a pas la majorité, donc il n'a pas été élu, tout simplement, en termes de démocratie. Et donc, on a au début, jusqu'au 5 octobre, c'est les commandements de Dieu, on a les commandements de Dieu qui régissent le roi, qui régissent tout le monde, les commandements de Dieu, et dès la Déclaration des droits de l'homme, sur laquelle on pourrait parler, vous avez les commandements qui deviennent des droits, donc c'est une inversion, et Dieu qui devient l'homme. Donc à ce moment-là, la révolution est faite, théologique, politique et autres. Mais après la question, c'est qui va parler au nom de ces mots-là? Qui fait le droit?
qui dit ce qu'est l'homme, et on arrive au système actuellement, qui est un système piégé par les élections. C'est-à-dire que si on... Alors, j'espère que tu auras l'occasion d'en reparler, puisque quand vous serez ce pôle de construction de la pyramide, c'est comment, le grand problème actuellement, c'est comment remettre la politique sur ses pieds, comment remettre la France sur ses pieds, et c'est là que quand même, on découvre que c'est le principe de la reconstruction autour du cœur de métier, c'est qu'on retombe sur la fameuse phrase de Malraux, le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas, la France redeviendra religieuse ou elle ne sera plus. C'est la mort dont vous parlez. On le voit mécaniquement, c'est pas une question de religieux. Il suffit de regarder la démographie. Voilà. La démographie, tout. C'est qu'en fait, c'est la croix, c'est la seule bannière inox ignorisée qui peut reconstruire. Parce que ce que les personnes disent. Alors là, on est mal parlé avec l'église qu'on a aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un. Et là, on revient au linceul de Turin, parce que, puisque vous me tendez la perche, si oui. C'est un sujet fantastique. Bon, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais quand vous dites le linceul de Turin, quand j'ai fait ma première présentation, j'ai dit c'est la science et l'épreuve du linceul. C'est-à-dire qu'il y avait deux affirmations contradictoires au nom de la science. L'une, le linceul est authentique, et au nom du carbone 14, c'est faux. Donc, c'est ce que j'ai appelé la crise épistémologique. Bon. Et j'ai dit, à la fin de ma présentation, il n'y aura plus qu'un seul objet. Bon. Mais, une fois que le linceul est authentifié, c'est ce que j'appelle les balises. Depuis la résurrection, il y a une balise, c'était l'Église qui émettait un message. Et puis, il y a une deuxième balise qui s'allume, en 1898. C'est le message de la résurrection à partir du linceul. Oui. Mais les deux balises étaient en phase. Et vous avez, par exemple, Pie XI qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a tout... bon. Même Jean-Paul II, on a parlé, mais après, bon, on pourra parler. Et les deux balises disent la même chose. Pip, 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 pip. C'est comme dans le Spoutnik. Bip, bip, bip. Puis tout à coup... Il y en a une qui s'éteint et qui dit l'inverse. Et la seule qui reste, c'est le linceul. Donc, d'authentifier, le linceul devient disqualifiant. Il disqualifie l'Église, puisque vous en parlez, vous me tendez la perche, qui n'émet plus le même message. Et à ce moment-là, alors c'est tout un sujet dont nous ne parlerons pas, moi j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi l'Église ne voulait pas reconnaître l'authenticité, alors qu'en principe, si j'étais vulgaire, je dirais c'est son fonds de commerce. C'est-à-dire que si l'Église a la preuve quelle est la vraie religion, si je puis dire, puisque dans la religion, il y a relié, c'est le fil. Ce qui est dur, c'est pas de parler, mais c'est d'avoir la réponse. Donc la question, si le linceul, c'est la réponse, si vous voulez, qui montre qu'effectivement... il y a une réponse. Que c'est la question de la vraie religion, c'est-à-dire de celle qui nous relie après la mort. C'est ce qu'il y a quelque chose après. Et donc, vous voyez, bon, ça va très très loin. Et là, on a les camps théologiques, on a toute la question théologique qui se pose. Enfin, bon, c'est vraiment l'univers, mais c'est le sujet actuel. Et j'espère que nous pourrons faire quelque chose, un symposium sur le nouvel âge qui pose cette question, finalement. Il y a la question de la vérité, mais qui est réglée. C'est la question religieuse. Et on voit très très bien, je l'avais dit... Si on ne réussit pas à retrouver une espèce de vie interne pour chaque individu, on est foutu. Oui, on voit bien d'ailleurs que nous vivons quand même par le spirituel. C'est ce que me disait d'ailleurs, je crois, un ami indien, je me souviens plus très bien. Il m'a dit un jour, tu sais, vous êtes complètement cinglé, parce que 90% des gens sur Terre, quand ils se réveillent, ils font une prière. Vous allumez pour regarder BFM TV. Mais vous êtes fous. Et je vais vous dire, parce que nous étions venus à cette occasion, moi j'ai lancé la croisade pour la vérité et pour la construction d'un musée, le musée du linceul de Turin, et j'invite ceux qui sont intéressés à me contacter, c'est que notre époque... Rappelez votre nom. Arnaud Upinski. Arnaud Upinski. Voilà. Upinski, mon site, c'est Réarmer Intelligence. C'est que notre époque ne veut pas de la vérité. Tout est organisé pour empêcher l'empire du mensonge dont vous parlez. Bon, donc il faut maintenant que ceux qui sont assez courageux, qui ont les moyens et qu'ils veulent, il faut réimposer la vérité à la loyale, si je peux dire. Et pour la question du linceul, la spécificité quand même de l'Europe, ce sont les monuments. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de monuments en Inde et ailleurs, mais vraiment, et ces monuments ont un rapport avec la construction de l'intelligence, parce que la science est une invention européenne des Grecs. Absolument. Bon, les Égyptiens faisaient les pyramides, mais les Grecs ont fait le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, normalement. Et donc, il faut... il y a autant de monuments dans un département français que dans toute la Chine. Nous sommes des constructeurs. Donc, il faut reconstruire l'intelligence et... pour affirmer des valeurs. Parce que les monuments ne sont pas là pour faire plaisir. Ils nous élèvent, on est grandis, certains députés disent, quand nous sommes à Versailles, nous sommes grandis. Dans une cathédrale, nous sommes grandis. Donc l'architecture, intérieurement et extérieure, c'est toute la question des ondes de forme, nous grandit. Donc il faut que nous fassions ce musée pour
réaffirmer la démonstration, la vérité et les liens qui existent entre la science, la théologie, l'architecture, etc. Donc c'est un musée universel qui doit réimposer de voir, comme les cathédrales le faisaient, de revoir cette vérité du seul sur laquelle est fondée notre civilisation. Et sinon, si on s'éloigne de son principe, c'est ce que disait Napoléon, tout régime vit de son principe et meurt de sa contradiction. Nous avons vécu d'un principe, qui est celui de la résurrection, et maintenant nous mourrons de sa contradiction, qui, comme vous l'avez bien dit, nous conduit à la mort. Nous conduit à la mort. Mais écoutez, quelle heure est-il là? On a beaucoup parlé. Écoutez, je suis très content que vous soyez venu. Tout ça a été, moi aussi. Tout ça est très troublant. On va... j'espère que ça va faire réfléchir nos auditeurs. Encore une fois, vous savez que je suis à l'Institut des Libertés. Bon, on parle aux gens, etc. Pour être parfaitement honnête, je ne sais absolument pas pourquoi je fais tout ça. Vous voyez, c'est curieux. Je fais quelque chose quand même qui me prend du temps, qui me met en risque, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais parce que je crois que je dois le faire et qu'il y a une demande. Mais j'ai pas d'objectif. Mon objectif, c'est simplement d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est d'essayer de... J'ai l'impression que j'ai reçu des dons et j'essaye de les transmettre. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout. Et il me semble que il y a peut-être des tas de gens comme moi qui aimeraient faire des choses, mais qui ne savent pas trop quoi faire. Il faut réfléchir. Non, mais je pense que ça va encore plus loin. C'est-à-dire que vous exprimez votre âme telle que vous êtes. Vous avez ce besoin d'exister dans ce que vous avez d'essentiel. C'est probable. Je vous laisse, je sais pas. Vous savez, moi, je regarde beaucoup les animaux, excusez-moi. Bien sûr, mais vraiment encore plus. Mais quand vous voyez un canard, vous voyez, et vous, justement, ce que vous faites vous renseigne sur ce que vous êtes. Oui, c'est que vous avez besoin de vérité pour vivre, et nous avons tous besoin, je vous rassure. Vérité pour vivre. Vous savez ce que disait Reagan, c'est si ça marche comme un canard, si ça fait le même bruit qu'un canard, et si ça chie comme un canard, c'est probablement un canard, quoi. Et donc j'aimais beaucoup Reagan parce que lui aussi, il vivait dans la partage, quoi. C'était marrant. Nous savons ce que nous sommes en voyant ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est tout à votre honneur. Votre besoin d'exprimer la vérité veut dire que vous êtes de la vérité. Vous savez, il y a le Christ a de belles phrases. Mais oui, c'est vrai. Vous me flattez beaucoup. Donc vous êtes de la vérité, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, vous mettez des pouces dans tous les sens. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais surtout, si ça vous a intéressé, vous contactez mon visiteur, vous nous contactez nous. Et puis, peut-être on essaye de continuer à se parler. C'est un grand combat, il faut le gagner, le combat du retour à la vérité. Quoi. Non, Et merci beaucoup. Je suis très heureux de votre invitation. Mais ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.